la domination symbolique. Le travail de Marin permet ainsi de comprendre comment les affrontements fondés sur la violence brute, la force pure, se muent en lutte symbolique, c'est-à-dire en luttes qui ont les représentations pour armes et pour enjeux. L'image a ce pouvoir puisqu'elle opère la substitution à la manifestation extérieure, où une force n'apparaît que pour annihiler une autre force. Dans une lutte à mort, des signes de la force, ou plutôt des signaux et des indices qui n'ont besoin que d'être vus, constatés, montrés, puis racontés et récités pour que la force dont ils sont les effets soit crue. Le constat reprend l'hypothèse d'ensemble qui sous-tend la démonstration du portrait du roi et qui considère que le dispositif représentatif opère la transformation de la force en puissance, de la force en pouvoir, et cela deux fois, d'une part en modalisant la force en puissance et d'autre part en valorisant la puissance en état légitime et obligatoire, en la justifiant. La référence à Pascal est ici toute proche, mettant à nu le mécanisme de la montre qui s'adresse à l'imagination et produit de la croyance. Pascal oppose ceux qui ont besoin d'un tel appareil et ceux pour qui il est tout à fait superflu. Du côté des premiers, les juges et les médecins, nos magistrats ont bien connu ce mystère, leur robe rouge, leur hermine dont ils s'emmaillotent, en chat fourré, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de 4 parties, jamais ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justice, et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même, mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire. Et par là, en effet, ils s'attirent le respect. Les soldats, eux, n'ont que faire de cette manipulation des signes et de ces machines à produire du respect. Les seuls gens de guerre ne sont pas déguisés de la sorte, parce qu'en effet, leur part est plus essentielle. Ils s'établissent par la force, les autres par grimace. Reformulé par Marin, le contraste indiqué par Pascal a une double pertinence pour toute histoire des sociétés d'Ancien Régime. Il permet de situer les formes de la domination symbolique par l'image, la montre ou l'attirail, le mot est chez La Bruyère. Comme le corollaire du monopole sur l'usage légitime de la force qu'entend se réserver le monarque absolu. La force n'a pas disparu avec l'opération qui la transforme en puissance. Entendons Pascal qui continue ainsi le fragment sur l'imagination. C'est ainsi que nos rois n'ont pas recherché ces déguisements. Ils ne sont pas masqués d'habits extraordinaires pour paraître tels, mais ils se font accompagner de gardes, de hallebardes, ces troupes armées qui n'ont de main et de force que pour eux. Les trompettes et les tambours qui marchent au devant, et ces légions qui les environnent, font trembler les plus fermes. Ils n'ont pas l'habit seulement, ils ont la force. Mais cette force, qui demeure toujours à la disposition du souverain, est comme mise en réserve par la démultiplication des dispositifs, portraits, médailles, louanges, récits, qui représentent la puissance du roi et qui doivent produire sans recours à quelque violence, que ce soit l'obéissance et la soumission. Les instruments de la domination symbolique assurent donc à la fois la négation et la conservation de l'absolu de la force. Négation, puisque la force ne s'exerce ni se manifeste, puisqu'elle est en paix dans les signes qui la signifient et la désignent. Conservation, puisque la force part et dans la représentation se donnera comme justice, c'est-à-dire comme loi obligatoirement contraignante, sous peine de mort. Le processus d'éradication de la violence, dont le maniement est tendanciellement confisqué par l'État absolutiste, a rendu possible un exercice de la domination politique qui prend appui sur l'ostentation des formes symboliques, sur la représentation de la puissance monarchique, donnée à voir et à croire en l'absence même du roi grâce aux signes qui indiquent sa souveraineté. En prolongeant cette rencontre entre Marin et Élias, on pourrait ajouter que c'est cette même pacification, au moins relative, de l'espace social qui a transformé entre Moyen-Âge et XVIIe siècle les affrontements sociaux ouverts et brutaux en lutte de représentation dont l'enjeu
jeu est l'ordonnancement du monde social, partant le rang reconnu à chaque État, à chaque corps, à chaque individu. Faire croire et croyance, c'est en effet du crédit accordé ou refusé aux représentations qu'un pouvoir politique ou qu'un groupe social propose de lui-même que dépend l'autorité du premier et le prestige du second. Par ce constat, Marin a dessiné les contours d'une double histoire, histoire des modalités de faire croire, histoire des formes de la croyance. Son œuvre a ainsi noué dans une même démarche l'analyse des dispositifs discursifs ou formels, rhétoriques ou narratifs, qui doivent contraindre le lecteur ou le spectateur, l'assujettir, le piéger, et d'autre part, l'étude des écarts possibles vis-à-vis de ces mécaniques persuasives, d'autant plus puissantes qu'elles sont dissimulées, mais d'autant moins efficaces qu'elles sont démontées. L'attention ramène nécessairement à Pascal, qui met à nu les ressorts du dispositif représentatif et les conditions mêmes de sa crédibilité. Ainsi, dans ce fragment cité dans l'introduction du portrait du roi, qui montre comment les mécanismes qui muent la force en puissance produisent respect et terreur en rappelant à leurs spectateurs la violence originaire, fondatrice de tout pouvoir. La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, fait que leur visage, quand il est quelquefois seul, et dans ses accompagnements imprime dans leur sujet le respect et la terreur, parce qu'on ne sépare point dans la pensée leur personne d'avec leur suite qu'on y voit d'ordinaire jointe, et le monde, qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force naturelle, et de là viennent ces mots, le caractère de la divinité est empreint sur son visage. Est empreint sur son visage. La tension entre le faire croire et la croyance ramène aussi à la logique de Port-Royal et au chapitre 14 de la seconde partie, des propositions où l'on donne aux signes le nom des choses, qui identifient les deux conditions nécessaires pour que la relation de représentation soit intelligible. D'une part, la connaissance du signe comme signe, dans sa différence avec la chose signifiée, d'autre part, l'existence de conventions partagées réglant le rapport du signe à la chose. Le texte repère les raisons d'un possible dévoiement et d'une possible incompréhension de la représentation, soit qu'un rapport arbitraire, extravagant, ait été établi entre le signe et le signifié. Ainsi, si un homme prenait la fantaisie de dire qu'une pierre est un cheval, ou un âne un roi de Perse, soit que le destinataire par manque de préparation ne puisse comprendre le signe comme signe, c'est pourquoi on ne peut donner au signe d'institution le nom des choses, comme par exemple dans la parabole ou la prophétie, que lorsque ceux à qui on s'adresse sont capables de concevoir que le signe n'est la chose signifiée qu'en signification et en figure, même s'il a surtout porté attention au mécanisme discursif ou visuel qui vise à manipuler le lecteur, à le faire croire à ce que l'on veut qu'il croie. Le travail de Marin, appuyé sur la référence à Port-Royal, aide à penser les conditions mêmes de l'efficacité ou de l'échec d'une telle intention. En cela, il croise directement les interrogations de Michel de Certeau sur les formes de la croyance ainsi entendue. J'entends par croyance non l'objet du croire, un dogme, un programme, mais l'investissement des sujets dans une proposition, l'acte de l'énoncer en la tenant pour vraie, autrement dit une modalité de l'affirmation et non pas son contenu. Les conditions de y croire renvoient d'abord au lieu et aux formes de l'inculcation, les conventions, aux modalités de la préparation, à comprendre les principes de la représentation dont parlent les logiciens de Port-Royal. Elle suppose aussi que la lecture, le déchiffrement, l'interprétation ne sont jamais totalement ni contrôlés ni contraints par les discours et les images. Certes, on ne trouve chez Marin ni théorie de la réception, ni histoire de la lecture. Pourtant, le soin minutieux qu'il a mis à comprendre les stratagèmes, ruses et machinations déployés par les textes et les tableaux pour imposer une signification univoque, pour énoncer et produire leur correcte interprétation, me semble reposer sur le postulat que le lecteur ou le spectateur peut toujours être rebelle. L'assujettir au sens n'est pas chose aisée, et la subtilité des pièges qui lui sont tendus est à la mesure de sa capacité, savante ou maladroite,
à user de sa liberté. Comme chez Michel Foucault, pour qui analyser les appareils disciplinaires n'était pas pour autant conclure que la société est forcément disciplinée, chez Marin, démonter les machines textuelles qui construisent le lecteur destinataire comme effet du message émis n'oblige pas à supposer que les lecteurs réels se conforment en toute part au lecteur simulacre du discours. Les artifices peuvent être des plus habiles et les coups très adroits, comme par exemple ceux joués par Pélisson dans son projet de l'histoire de Louis XIV, qui vise à faire qu'un récit d'histoire soit lu par son lecteur comme un discours de louange, car ce qui n'est pas dit à l'émission, épithète et éloge, l'est et nécessairement à la réception. Ce qui n'est pas représenté dans le récit, et par le narrateur, l'est à la lecture, par le narrateur, à titre d'effet du récit. Cette ingéniosité productrice d'effets, toujours pensée comme nécessaire, n'est pourtant jamais sûre du lecteur que son manque de savoir ou son mauvais vouloir peut rendre fort difficile à persuader. C'est ce possible écart, jamais désigné mais toujours redouté, qui justifie les machinations discursives de Pélisson, comme le démontage minutieux de leur ressort. C'est elles qui fondent l'objet d'un travail complémentaire de celui mené par Marin, qui vise à identifier les limites et les figures, les régularités et les singularités d'une telle liberté. Le texte et l'image, dans cette tension entre les effets de sens visés par les discours ou les peintures et leur déchiffrement, les relations entre le texte et l'image ont toujours eu pour Marin une extrême importance. Dans son livre « Des pouvoirs de l'image », le propos n'est pas d'analyser les procédures de présentation de la représentation, ce qui était l'objet des essais rassemblés dans l'opacité de la peinture, mais d'étudier des textes qui de diverses manières reconnaissent et éprouvent les pouvoirs des images. La démarche est ainsi justifiée. C'est dans cette défaillance du visible au texte, visible qui est pourtant leur objet, que les textes ainsi glosés et entreglosés puisent par cette étrange référentialité une capacité renouvelée d'approche de l'image et de ses pouvoirs, comme si l'écriture et ses pouvoirs spécifiques se trouvaient excités et exaltés par cet objet qui se déroberait nécessairement par son hétérogénéité sémiotique, alors toute puissante emprise, comme si le désir d'écriture de l'image s'essayait à s'accomplir imaginairement en se déportant hors du langage, dans ce qui à bien des égards constitue son revers ou son autre, l'image. Défaillance du visible au texte, l'hétérogénéité sémiotique de l'image à l'écriture, ces formules sont un point d'appui précieux pour qui refuse d'identifier toutes les productions symboliques. Les images, mais aussi les rituels ou l'invention du quotidien a une textualité, comme une telle position qui annule toutes les distinctions fondatrices du travail historien entre texte et contextualisation, entre discours et image, entre pratique et écriture. Il faut poser la radicale différence entre la logique à l'œuvre dans la production des discours et les logiques autres qui habitent la mise en vision, le rite ou le sens pratique. Le travail de Marin a toujours été fondé sur une conscience aiguë de cette hétérogénéité, partant de l'historicité et de la discontinuité des fonctionnements symboliques. De là sa pertinence pour tous ceux qui tiennent pour illégitime la réduction des pratiques constitutives du monde social et de toutes les formes symboliques qui ne recourent pas à l'écrit, aux principes qui commandent les discours. Reconnaître que les réalités passées ne sont accessibles le plus souvent qu'au travers des textes qui entendaient les organiser, les décrire, les prescrire ou les proscrire n'oblige pas pour autant à postuler l'identité entre la logique qui gouverne la production des discours et la logique pratique qui règle les conduites ou la logique iconique qui gouverne l'œuvre de peinture. De leur irréductibilité au discours découle une nécessaire prudence dans l'usage de la catégorie de texte, trop souvent indûment appliquée à des formes ou à des pratiques dont les modes de construction et principes d'organisation ne sont en rien semblables aux stratégies discursives. De là la tension qui habite les textes retenus dans des pouvoirs de l'image et qui se trouvent tous placés face à la même difficulté, rappelée ici au sujet des salons de Diderot. Comment faire avec des mots une image ou encore comment donner à une image construite, dans et par les mots, leur puissance propre, ou l'inverse, comment transférer aux mots, à leur agencement,
et à leur figure le pouvoir que l'image recèle par sa visualité même, l'imposition de sa présence. Avec cette transposition nécessaire, mais impossible, malgré tout l'art de l'ekphrasis se marque dans leur singularité. Les forces et les pouvoirs qui diversement sont ceux de l'image et du langage. Il est une double pertinence au concept de représentation tel que l'a compris et manié Marin. Tout d'abord considéré comme un instrument essentiel pour comprendre les modèles de pensée et les mécanismes de domination propres à la société de l'âge classique. Le concept a obligé les historiens à bannir de leur répertoire les notions anachroniques, importées de force pour rendre compte de réalités qui leur sont tout à fait étrangères. L'introduction au portrait du roi décrit avec acuité la trajectoire suivie. Après avoir repéré la place capitale qu'occupait chez les grammairiens et les logiciens de Port-Royal la notion de représentation et son équivalence générale qui était par eux posée ou présupposée avec la notion de signe à quelque niveau qu'on analysa le langage, termes, propositions, discours, à quelques domaines que ce langage appartint, verbal, écrit, iconique. Marin a identifié la matrice charistique de cette théorie, puis il a reconnu les modalités et les effets du dispositif de représentation dans le champ du politique. L'opération de connaissance se trouve ainsi solidement arrimée à l'outillage notionnel que les contemporains eux-mêmes utilisaient pour rendre leur propre société moins opaque à leur entendement. Au-delà de ce premier usage, historiquement localisé, la notion de représentation s'est chargée d'une pertinence plus large, désignant l'ensemble des formes théâtralisées et stylisées, selon le mot de Max Weber, grâce auxquelles les individus, les groupes, les pouvoirs construisent et proposent une image d'eux-mêmes. Comme l'écrit Pierre Bourdieu, la représentation que les individus et les groupes livrent inévitablement à travers leurs pratiques et leurs propriétés fait partie intégrante de leur réalité sociale. Une classe est définie par son être perçu autant que par son être, par sa consommation, qui n'a pas besoin d'être ostentatoire pour être symbolique, autant que par sa position dans les rapports de production, même s'il est vrai que celle-ci commande celle-là. Ainsi entendu, le concept de représentation conduit à penser le monde social ou l'exercice du pouvoir selon un modèle relationnel. Les modalités de présentation de soi sont certes commandées par les propriétés sociales du groupe ou les ressources propres d'un pouvoir. Elles ne sont pas pour autant une expression immédiate, automatique, objective du statut de l'un ou de la puissance de l'autre. Leur efficacité dépend de la perception et du jugement de leur destinataire, de l'adhésion ou de la distance vis-à-vis des mécanismes de présentation et de persuasion mis en œuvre.